Alors, bonjour tout le monde. Notre prochain conférencier est Michel Labrec, qui est conservateur et chef de la division recherche et développement scientifique au Jardin botanique de Montréal depuis 1997. Il est aussi professeur associé au département des sciences biologiques de l'Université de Montréal. Il est spécialisé en écophysiologie. Il s'intéresse particulièrement aux capacités des végétaux à absorber des éléments traces et à dégrader des contaminants organiques. Il a aussi publié plus de 125 articles scientifiques sur le sujet. Alors, rapidement, j'invite Michel à prendre la parole. Merci. Est-ce qu'on va voir est-ce que vous voyez la présentation? Moi, je ne la vois pas. Moi, je la vois. Ah, ben, ça va bien. C'est plus simple pour vous, c'est plus compliqué pour moi. Attendez. Est-ce que vous la voyez toujours? Oui. Moi, oui, mais les autres. Juste pour être certain, est-ce que si Ouais. ouais, ça fonctionne, hein, je pense. Euh, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler des projets sur lesquels je travaille depuis plusieurs années. Je m'intéresse beaucoup aux problématiques des friches industrielles puis de la possibilité de les décontaminer en utilisant des plantes. Donc, on fait de la phytorémédiation. Ce sont des pratiques qui nous permettent aussi de produire de la biomasse en même temps. Si je fais ça, est-ce que vous voyez la suivante? Juste me confirmer pour être sûr que... C'est parfait. Oui, c'est bon. C'est bon, merci. Ça me rassure. Alors, ben, la problématique des sols contaminés, elle est internationale, en fait, partout dans le monde. Il y a la présence de sols contaminés due aux activités humaines est une plaie qui est universelle. Et au Canada, on recense des dizaines de milliers de sites qui sont contaminés par des activités minières, par des activités industrielles. C'est des sites qui sont répertoriés et connus. On soupçonne qu'il y en a beaucoup plus qui sont méconnus. C'est un autre problème dont on pourrait longuement parler. Au Québec, il y en a aussi plusieurs, surtout le long du fleuve Saint-Laurent, donc dans les zones habitées, les zones urbaines, les zones industrielles. Et ben, cette pollution, ça accroît évidemment le risque de dispersion de la contamination dans les eaux de surface, dans les eaux souterraines. Et donc, ça altère aussi les processus écologiques normaux du sol. Et donc, ça a aussi beaucoup de conséquences sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. La méthode conventionnelle, quand vous entendez des gens dire on a décontaminé le sol, dites-vous que 95%, c'est qu'on a excavé le sol et on l'a transporté ailleurs. Donc, c'est une méthode que vous comprenez pas très respectueuse du développement durable et qui, en plus, accroît toutes sortes de risques d'actes illégaux. Vous avez sans doute vu dans les journaux plusieurs articles qui rapportaient le fait que Joe Pépine s'improvise décontaminateur de sol et pelle mécanique puis un camion, tu peux faire de la décontamination puis aller malheureusement déverser ça soit dans un site non autorisé et souvent dans des champs agricoles ou dans des forêts. Donc, c'est aussi des questions sociales qui sont impliquées dans la décontamination et qui peuvent avoir des répercussions importantes là, pour la santé aussi des autres habitats situés autour des sites contaminés. Alors, nous, l'alternative qu'on étudie et qu'on trouve intéressante, c'est la phytorémédiation. Donc, c'est l'usage de végétaux là, pour décontaminer, de stabiliser les sols qui sont contaminés en utilisant des plantes et les micro-organismes associés aux plantes. Alors, on fait des plantations, on espère que ça décontamine, mais avec ce processus, on va aussi produire de la biomasse et puis ça va nous permettre aussi de générer toutes sortes de services écologiques. On vous parle de sites contaminés, mais souvent, la contamination est une chose et souvent, elle n'est pas simple parce qu'elle est mixte. Et très souvent, ces sites contaminés ne sont pas les plus aisés à reboiser ou à coloniser avec des végétaux parce qu'il y a de la compaction, parce que le drainage est mauvais, parce qu'il n'y a plus de matière organique. Et puis parce que souvent, les seules plantes qui s'établissent, c'est des plantes envahissantes avec lesquelles on doit aussi se battre. Donc, c'est un problème complexe de revégéter
des sites abandonnés et des sites qui sont laissés pour compte et qui sont contaminés de cette façon-là. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on a choisi des plantes pionnières, des plantes ligneuses à croissance rapide. On travaille beaucoup, beaucoup avec des saules, des variétés ou des cultivars de saules et des peupliers. On trouve que c'est probablement le meilleur outil pour aborder ces sites-là qui nous permettent de remettre rapidement les sites en végétation. Pourquoi? Ben parce que ces plantes sont bien adaptées aux sols pauvres et peu fertiles. C'est des plantes qui, évidemment, ont choisi dans ce spectre de plantes celles qui ont des croissances rapides. Tous les saules ne sont pas à croissance rapide, mais plusieurs variétés sélectionnées sont à croissance rapide. Ils réagissent bien aux tailles répétées. C'est important si on veut décontaminer un site d'avoir des plantes qui peuvent être fauchées et qu'on peut retirer du sol pour en même temps retirer les contaminants. C'est une pratique qui est importante et donc c'est une caractéristique qu'on recherche. Il faut beaucoup de biomasse aérienne pour réussir ça. Il faut aussi beaucoup de biomasse racinaire avec une bonne prospection du sol. C'est intéressant parce que dans les saules en particulier, on a une grande diversité de génotypes, plus de 500 espèces qui existent et des milliers de cultivars qui ont été sélectionnés ou hybridés et créés. Les saules ont des longues périodes de végétation. Alors ça, c'est intéressant. Plus la saison de végétation est longue, plus ça permet d'avoir un effet sur notre milieu qui dure longtemps au moment de la saison de végétation. Et puis, ne pas dédaigner l'impact visuel et la valeur ornementale. C'est important aussi pour toutes sortes d'autres raisons d'avoir aussi une végétation qui crée un impact visuel et une réaction rapide. Donc, nous, quand on fait ce genre de travaux-là, on vise à maximiser la densité de tige par unité de surface. Pourquoi? Parce que si on veut avoir une action sur le sol, il faut beaucoup de biomasse, il faut beaucoup de biomasse racinaire. Donc, on va favoriser la meilleure prospection du sol pour permettre l'absorption des éléments contaminants, des métaux traces, et aussi l'activité microbienne qui va aider à la dégradation des composés organiques, donc des polluants organiques. Donc, c'est important d'avoir beaucoup de racines et plus on a une densité forte, selon nous, meilleure sera notre action sur le sol. Et puis, plus on a une grande production de biomasse, ça veut dire aussi qu'on pourra avoir des résultats meilleurs en termes d'utilisation de cette biomasse puis de la valorisation de cette biomasse dans le procédé. Évidemment, je dirais, il existe toutes sortes de sites contaminés par toutes sortes de polluants, dans toutes sortes de conditions. Quand on est sur des sites miniers, c'est une chose. Quand on est sur des sites anciennement utilisés par l'industrie de pétrochimie, c'est autre chose. Et donc, pour chacune de ces situations, on va privilégier différentes approches avec des plantes ou des combinaisons de plantes qui vont être plus ou moins efficaces. On est bien sûr à la recherche des meilleures solutions. Et avec ce projet dont je veux vous parler, qui est le banc d'essai de phytorémédiation qu'on fait dans l'Est de Montréal, je voulais vous montrer un exemple concret, et je pense que c'est souvent par des exemples concrets qu'on arrive mieux à comprendre les problématiques, la stratégie et qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors, ce banc d'essai, on l'a mis en place en 2016 par le soutien de la Ville de Montréal. Dans l'Est de la Ville de Montréal, il y a une concentration d'espaces de friches industrielles importantes dans ce secteur-là dû à l'abandon de certaines industries pétrochimiques qui ont cessé leurs activités et puis par le fait que c'est l'Est de la ville qui est moins été développé. Donc, on a été mandaté et on travaille avec la ville pour identifier des variétés de végétaux les mieux adaptés, les plus performants pour ce genre d'approche-là. On travaille à mettre en point des scénarios de préparation du sol, de mise en culture, de comment on peut amender les sols, comment on peut avoir les meilleurs résultats. On s'intéresse à mesurer la captation des métaux, des métaux lourds ou des métaux traces dans les plantes et de suivre la dégradation des hydrocarbures qui pourraient être dans le sol. On a une mission aussi de gérer cette biomasse puis de s'assurer auprès des citoyens de l'acceptabilité sociale de ces projets. Ça vous donne une idée, on a 4 hectares actuellement qui sont suivis. Vous en voyez 3 des 4 sites qui sont suivis depuis 2016. Ça fait de ce projet le plus grand projet de phytorémédiation au Canada, suivi sur plusieurs années maintenant.
et ça permet de vraiment avoir de mieux en mieux une idée des possibilités et des limites de ces approches. Euh, Nous avons expérimenté différentes techniques de plantation. La beauté quand on travaille avec des saules et des peupliers, cette famille de salicacées, c'est qu'ils peuvent être multipliés facilement végétativement parlant. On travaille avec des micro-boutures, c'est l'image que vous voyez au bas là, de cette assemblage d'images. On travaille avec des grosses boutures, donc des grosses tiges de saule ou de peuplier qu'on enfonce à plusieurs centimètres dans le sol pour aller chercher la pollution plus en profondeur. On a travaillé avec des plançons ou des longues boutures de saule et de peuplier. On a aussi travaillé avec des boutures couchées dans le sol, toutes sortes de techniques en fait qui nous permettent, selon les conditions du sol, d'améliorer ce qu'on recherche, c'est-à-dire avoir une bonne implantation des végétaux, une bonne prospection du sol, puis une bonne reprise après la mise en place des plantes. Dans ce site-là dont je vous parle, dans l'est de Montréal, ce pas des sites hautement contaminés. On n'est pas dans les situations de sites miniers. On est dans des friches industrielles, mais dans ce cas, on a des contaminants métalliques, là, surtout du cuivre, du sélénium, du zinc, du plomb, qui sont de niveau BC, avec quelques plages de D. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les critères, donc ça veut dire relativement contaminés, beaucoup contaminés quand c'est dans des plages B. Pour les hydrocarbures, on est plutôt dans des plages de B, BC, et on a aussi d'autres types de contaminants organiques, là, ce qu'on appelle les C10, C50, qui sont des molécules aliphatiques d'hydrocarbures, qu'on va aussi trouver dans les plages BC. Donc, c'est à ça qu'on s'attaque avec ce projet. Des contaminations modérées, je dirais, de contaminants, de pollution, mais qui fait en sorte que le site est considéré comme contaminé. Pour nous, c'est un casse-tête. Parce que quand on fait une expérience en même temps, puis on veut aller chercher des informations, on a une grande difficulté d'aller chercher l'information correcte. Pourquoi? Parce que c'est très hétérogène. Alors, sur le site ou sur les sites en question, il peut y avoir des plages de contamination forte, d'autres plages où il n'y a pas de contaminant, d'autres plages où c'est la présence d'un contaminant et de pas l'autre. Donc, ça complexifie beaucoup l'approche, les analyses et puis l'interprétation qu'on en fait. C'est pour ça qu'on fait des dispositifs complexes qu'on a éclatés un peu et qui nous permettent de répliquer les tests, les approches à différents endroits sur le site pour aller chercher la meilleure des informations. Mais c'est complexe et ce n'est pas toujours simple. L'avantage de ces dispositifs complexes, donc ils ont un rôle statistiquement parlant, mais il y a aussi un rôle que ça crée aussi des aménagements qui sont visuellement plus intéressants pour des citoyens qui sont autour, et donc ça crée des paysages intéressants, ce qui est aussi un autre plus de ce genre d'approche. Je vous donne quelques exemples de résultats qu'on obtient jusqu'ici par les différentes approches. Sur l'image, là, vous voyez des saules, des peupliers à différents stades. Certains ont été recepés, d'autres pas, etc. Donc, ce sont différentes planches de traitement qu'on suit comme ça au fil des années. Sur la question de la production de biomasse, assez étonnant, on arrive à produire quand même avec l'approche de micro-boutures, donc c'est de petites boutures de quelques centimètres qu'on étale comme des propagules sur le sol, oui, et on arrive à avoir des bonnes reprises et une très bonne croissance de certains cultivars. Les noms en bas, c'est des cultivars de saule. Alors, les SX61, 67 donnent vraiment des bons rendements de l'ordre de presque 10 tonnes sèches à l'hectare annuellement. Donc, c'est beaucoup. Oui, c'est pas mal parce que quand on produit des saules sur des sites, mettons, de bonne qualité, on peut peut-être arriver à 15 ou 16 tonnes à l'hectare. Donc, de penser qu'on puisse avoir ce genre de rendement sur des sols aussi peu fertiles et compactés, on est plutôt satisfait de ça. Si on regarde l'extraction des contaminants ou les contaminants qu'on retrouve dans les parties aériennes des plantes par des approches de micro-boutures, encore une fois, on a pas mal de zinc, on trouve pas mal de cadmium, on arrive à extraire aussi un peu de cuivre, un peu moins, mais sur certains métaux, ça fonctionne très, très, très bien, sur d'autres, un peu moins bien, mais ça fait partie aussi de la dynamique du travail avec ces polluants-là. Certains sont beaucoup moins disponibles pour les plantes, d'autres plus.
mais on arrive à retirer quand même des contaminants ou à concentrer des contaminants dans les plantes, ce qui est intéressant. Et quand on regarde ce que ça représente comme quantité à l'hectare, ce qu'on est capable d'extraire, donc on prend la biomasse, puis on multiplie ça par les concentrations qu'on trouve dans les parties aériennes, mais on arrive pour certains contaminants, notamment pour le zinc, à plusieurs kilos de zinc qui peuvent être extraits chaque année. Alors, c'est au terme pas chaque année, mais au terme de ces 4 années de croissance. C'est énorme là, quand on pense qu'on peut aller retirer 15 kilos de zinc par hectare, puis des centaines de grammes de cadmium. Ça devient assez intéressant. Et donc, il y a des résultats qui sont probants et qui peuvent montrer l'efficacité, du moins pour certains contaminants. Euh, on regarde dans le sol, je vous donne un exemple là, où on avait un compagnonnage entre deux sols qui ont été mis ensemble dans le cadre d'une autre approche qu'on utilise aussi, donc de marier certains cultivars de sol qui ont des développements différents. Vous voyez les diminutions entre 2016 et 2020 du cuivre, du cadmium, du zinc et du plomb dans le sol. Donc, on arrive à diminuer la concentration dans les horizons 0,60 cm. C'est là où sont les racines. C'est là où sont aussi pas mal les contaminants. Donc, ça, c'est fort intéressant. Ce que nous constatons cependant, c'est qu'il y a des mouvements dans le sol. Et en fait, si on avait regardé les horizons 0,30 cm et 30 cm, 60 cm, on aurait vu que, dans le fond, il y a un déplacement des contaminants, c'est-à-dire que les contaminants en profondeur semblent monter vers les horizons de surface, c'est-à-dire que si on avait juste mesuré les contaminants en surface, on aurait eu des mauvaises surprises. On aurait eu comme l'impression qu'il y a plus de contaminants après le traitement qu'il y en a avant. Mais quand on regarde pour l'horizon 0,60, comme l'image que je vous montrais précédemment, on voit véritablement des diminutions. Cet aspect, on l'a étudié dans le cadre d'un autre projet qui a été réalisé dans le contexte de la thèse de doctorat de Maxime Fortin-Faubert, qui a travaillé sous ma direction et puis qui a montré que quand on a des plantations très denses, comme celles qu'on voit ici avec des saules, on voit qu'il y a la transpiration fait en sorte que ça tire beaucoup sur le sol et entraîne aussi des éléments qui sont mobiles. Et donc, une forte transpiration peut concentrer les contaminants dans la zone racinaire et ça peut donc créer une fausse impression que quand on met des plantes, on a plus de contaminants. C'est ce qu'on a un peu démontré par ça. Mais dites-vous une chose, c'est s'ils sont là, ils ne sont plus ailleurs. Et donc, dans un certain sens, ça fonctionne quand même. Mais ça rend les interprétations et les analyses un peu plus difficiles. Si on regarde au niveau des composés organiques, j'ai mis juste ici les HAP. Donc, il y en a une liste là, alphabétique qui va des anthracènes jusqu'aux pyrènes. Là. Et vous voyez qu'en 2016, les concentrations étaient plus fortes qu'en 2020 et des réductions qui varient entre 50 et qui vont jusqu'à presque 100% dans certains cas. Donc, ça se dégrade relativement bien. L'activité microbienne favorisée par la présence de racines de saules très, très denses qui amènent des sucres pour les communautés microbiennes, ben, ça permet de bien agir sur le sol pour la dégradation de ces contaminants-là. Donc, on a réussi à faire passer les concentrations de certains contaminants des zones mettons C à BC ou du BC à AB. Donc, vraiment à diminuer considérablement les contaminants. Mais là aussi, il y a des mouvements occasionnés par la transpiration puis l'évapotranspiration qui complexifient certaines interprétations. Donc, ces approches que nous parlons, qu'on parle de phytorémédiation, on les définit plus comme de la phytogestion parce que notre rôle est de décontaminer le sol, bien sûr, mais quand on met des plantes, on améliore aussi la qualité de l'air, on améliore aussi les paysages, on améliore évidemment les aspects économiques qui sont dus évidemment à la valeur foncière des terrains qui prennent de la valeur puisqu'ils sont décontaminés. On produit des bioproduits par l'utilisation de la biomasse qui est récoltée. Et puis sur les aspects sociaux, c'est très gratifiant parce que les retombées sur le quartier, sur l'environnement, sur les dépôts anarchiques qui pouvaient se produire dans les sites cessent quand il y a une mise en place d'une approche comme celle-là et ça a des répercussions énormes sur la qualité de vie des citoyens aussi. J'arrive à la conclusion. Donc,
On est en train donc de démontrer que l'efficacité d'arbres et d'arbustes à croissance rapide là, pour la décontamination de friches industrielles, c'est pas simple, comme je le disais, mais on a pas mal d'exemples là, et de preuves que ça fonctionne dans certains cas très bien. Il y a plusieurs obstacles cependant, la biodisponibilité de certains contaminants, l'hétérogénéité des sites, je l'ai mentionné souvent, qui complexifie les interprétations. Et puis oui, ça prend du temps, ça prend plusieurs années pour arriver à nos fins. Mais souvent, ces terrains-là sont abandonnés depuis des décennies. Alors, si on fait de la phytorémédiation sur ces sites-là, ou si on avait commencé à faire de la phytorémédiation depuis des années, on aurait peut-être réparé le problème. Et puis, ben, quand on considère tous les autres bénéfices qui sont générés par la phytorémédiation, ben, ça devient vraiment une approche attrayante. Il n'y a pas de doute. On en a parlé, je souligne ça en fin de semaine d'ailleurs, à la Semaine verte, il y a eu un très beau reportage qui est encore visible si vous voulez l'écouter, la dernière édition de la Semaine verte. Et puis on vient tout juste de faire paraître un très bel article aussi qui résume bien les avantages des approches de phytorémédiation pour la restauration de sites urbains contaminés. Ça vient de paraître dans Urban Forestry and Urban Greening. Si vous voulez voir cet article, il est disponible. Et puis, je voudrais terminer pour dire que nous, on est une équipe de recherche. Il y a beaucoup de gens autour de nous là, qui sont inscrits dans le cadre d'étudiants qui ont rejoint l'équipe, qui viennent de faire des travaux plus précis sur certaines facettes de ces projets. Donc, on travaille sur des assemblages d'espèces pour voir quels sont les meilleurs résultats. C'est Alina Massenet qui a fait ça dans le cadre de son travail de maîtrise. On regarde comment on pourrait combiner l'agriculture urbaine et la phytorémédiation. C'est un travail de Marianne Viau qui se fait actuellement et qui va bien et qui nous donnera de nouvelles pistes intéressantes. Béatrice Gervais-Bergeron, c'est une étudiante inscrite au doctorat avec une co-direction avec Pierre-Luc Chagnon, un collègue, qui s'intéresse aussi à regarder cette approche sous l'angle des traits fonctionnels et comment on peut utiliser les traits fonctionnels pour mieux juger des performances ou du potentiel de performance des espèces avec lesquelles on travaille. On regarde la dynamique de la répartition des contaminants avec un nouveau postdoc qui s'est joint à l'équipe, Adrien Paul. Et puis, on s'intéresse aussi au consortium de micro-organismes qu'on pourrait inoculer par le travail de certains stagiaires qui sont à l'équipe, qui sont joints à l'équipe. Alors, merci. Et puis, je remercie nos partenaires précieux, la Ville de Montréal dans ce cas-là, le Fonds municipal vert et puis l'arrondissement qui est Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui nous supporte beaucoup dans nos travaux. Voilà, ça fait le tour de la présentation. Je ne sais pas si je respecte le temps, mais voilà. Oui, c'est très bien, Michel. Merci beaucoup. C'est vraiment fascinant. Encore un autre service remarquable que peuvent nous rendre les arbres. Tu as 4-5 questions, mais tu as à peu près 6 minutes pour y répondre. Fait que 1 minute par question ou tu pourras répondre à certaines par la suite. La première question est de Tali Ramzéoul qui te demande: les utilisations de la biomasse produite sont-elles limitées dues à la présence des polluants? La réponse courte, c'est oui. C'est sûr que s'il y a des contaminants, donc on parlera surtout de métaux dans ces plantes, qui dépassent les seuils, à ce moment-là, ça peut limiter certaines applications. Quand la contamination est faible, on pourrait récupérer ce bois pour en faire même du bois raméal, du paillis, etc. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la possibilité de faire de la pyrolyse ou d'aller vers les bioéthanols, biocombustibles, donc qui nous permettrait dans ce cas-là d'utiliser ce bois pour l'énergie. On est dans un secteur de pétrochimie, donc on a des usines qui s'intéressent aussi à ce qu'on fait dans ce cadre-là. Et si c'est destiné à cette filière-là de la chimie verte, disons, la présence de certains métaux ne gênerait pas la conversion vers ces filières-là. Donc, c'est plus si on réutilise ce bois pour du compostage ou du paillis que ça peut devenir problématique. Donc, il s'agira de choisir vers quelle filière on destinerait ce bois. Mais ce n'est pas exclu que même en présence de contaminants, on peut se réutiliser pour certaines filières.
Merci. La seconde question, je me la posais aussi. Hélène Bourassa demande, la biomasse générée par la phytorémédiation peut-elle contribuer à du relargage et recontamination de sites? Comment s'assurer que ce ne soit pas le cas? Ben, ouais, c'est un souci que l'on a, c'est-à-dire que dans certains sites, si les arbres fonctionnent bien et absorbent des contaminants, il y a un risque de dispersion par les feuilles. Il y a un risque de dispersion dans la chaîne trophique aussi. Donc, c'est des soucis qu'on a et que nous étudions. Cette approche de phytorémédiation n'est pas parfaite, là, puis on doit l'améliorer. Idéalement, ce qu'on souhaiterait, c'est que les contaminants migrent vers les parties aériennes pour être retirés du sol facilement par des fauchages. Mais quand ça migre aussi dans les feuilles, donc à gérer. Sur certains sites, on s'impose de gérer les feuilles au sol. Dans d'autres sites où la contamination en métaux est faible, on accepte qu'il y a une partie des contaminants qui retournent au sol pour des raisons économiques et on considère que le risque est relativement faible. Mais c'est un souci que l'on a et la question est tout à fait pertinente. Merci. Charles Ward te demande si certains cultivars performent mieux à séquestrer les métaux lourds et autres polluants. Actuellement, le choix des cultivars est fait selon sa capacité à s'adapter au sol et la biomasse produite. Point d'interrogation. Ben, oui, alors ça fait partie des travaux que l'on fait. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les cultivars qui ont le plus haut taux de croissance, donc la meilleure reprise, la plus grande performance de croissance et de développement, sont ceux qui sont les plus intéressants parce que plus il y a de la biomasse, plus on peut extraire des contaminants du sol et plus il y a de la biomasse, c'est souvent associé avec plus de racines, donc plus d'activité dans le sol, etc. Mais on n'a pas des sélections qui ont été faites pour mieux absorber tel ou tel contaminant. Je crois que c'est peut-être des recherches futures, mais on est loin, loin, loin de ça. Donc, pour l'instant, on mise sur les cultivars ou les génotypes qui performent le mieux en termes de biomasse et au fond, nous donnent des bons résultats pour l'extraction ou la décontamination. Parfait, merci. Je te pose une dernière question qui est celle de Virginie Angers. Grand merci. Quelle est la fourchette de durée prévisible du traitement avant que les sites soient utilisables et quel usage pourra-t-on en faire à terme? Oui. Ben, je ne sais plus qui disait hier dans une réponse à une question, ça dépend. Là, on n'aime pas beaucoup répondre par cette affirmation, mais effectivement, tout dépend de l'ampleur de la contamination, de la profondeur de la contamination, etc., et du type de contaminant. Mais mettons que sur les friches industrielles, il y a un spectre de niveau de contamination qu'on connaît. Et nous, ce que l'on pense, c'est que dans un horizon de 10 à 15 ans, on pourrait ramener le sol à des niveaux acceptables pour que le site puisse passer à des vocations autres que industrie lourde, là. Donc, c'est ce qui est visé et la tendance qu'on observe jusqu'ici semble confirmer ça. Mais évidemment, s'il y avait un contaminant, par exemple, si on est sur des sites contaminés avec des BPC, qui sont des contaminants beaucoup plus réfractaires à la décontamination, c'est un autre portrait qu'on aurait. Mais sur mettons, le standard de type de sol avec lequel on a à jouer, c'est pas mal dans cet horizon-là que je pense que c'est possible. Merci beaucoup, Michel Labrec. C'est là-dessus qu'on devra se quitter tout le monde pour se retrouver à l'autre conférence. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci, tout le monde.